biologie fondamentale et appliquée, puis écologie microbienne, et je me suis spécialisée sur tout ce qui est symbiose dans les grands fonds marins et donc les concepts de l'hobionte. Et donc aujourd'hui, je suis venue, en fait, je suis venue toute cette semaine pour vous écouter sur les journées Marbec et j'ai appris plein de choses. J'ai imaginé qu'il y avait peut-être des ponts et des échanges possibles entre nous, au-delà de mes travaux de longue date avec Sophie. Et puis, pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait à BIP, à l'autre bout de la France, au bout de la Bretagne. Voilà, et à la fin, je vous présenterai un petit film qui est le teaser du futur long métrage, du futur film qu'on passe sur Arte, là, qui devrait sortir en juin. Donc, très rapidement, on a la planète Terre qui est quand même plutôt la planète océan, hein, puisque presque 71% de la surface de la Terre est recouverte par l'océan. Et que, donc, au-delà de 300 mètres de profondeur, on considère que c'est à peu près 90% du biome. L'océan, vous le savez, il est très impliqué dans tout ce qui est régulation climatique, que ce soit production d'oxygène ou fixation du carbone. Et la profondeur moyenne, tout océan confondu, est à 3800 mètres. Donc effectivement, l'océan est globalement profond. Donc on a longtemps pensé que l'océan, c'était des zones froides, désertiques, avec des monstres marins magnifiques, plus ou moins terrorisants. Alors quand on va dans certains pays pour plonger, ils sont toujours inquiets pour nous d'ailleurs, dans le Pacifique entre autres. Et ça reste encore la dernière grande zone à explorer de notre planète. Et aujourd'hui, l'océan, enfin les fonds océaniques sont quand même moins bien connus que la surface de la Lune, tout simplement parce qu'on ne peut pas utiliser un télescope à travers l'eau salée, c'est trop compliqué et que c'est très long de faire la bathymétrie. Donc on considère qu'on connaît à peu près 1 à 2% d'une bathymétrie haute résolution. Donc, pour étudier les grands fonds marins, on dispose d'outils de la flotte océanographique. Donc là, j'ai présenté que la française, hein, mais plusieurs pays ont des outils bateaux et sous-marins. Et donc, vous avez l'exemple du Nautil, là en premier, le ROV Victor et le dernier né, qui est un AUV, c'est-à-dire un engin autonome qui fait de la bathymétrie haute résolution de fond de mer. Et les trois engins permettent de descendre à 6000 mètres de fond, ce qui représente quand même la très grande majorité des fonds marins, même si on ne peut pas descendre dans les fosses Hadal et les fosses comme les fosses des Mariannes. Et puis cette petite carte, ça vous montre un petit peu l'activité de la flotte océanographique ces dernières années. Donc on est quand même beaucoup sur l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Et puis on peut voir toutes les îles en fait. Et globalement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des zones océaniques qu'on n'étudie pas ou peu et qui du coup restent relativement inconnues. Et ce sont des black box en fait qui font que on a du mal à comprendre le fonctionnement global de l'océan et de la vie dans l'océan. Donc, si on passe rapidement en revue ce qu'on connaît de longue date, ou ouais, de relativement longue date, donc globalement, 80% des grands fonds océaniques, ce sont les plaines abyssales. C'est-à-dire que c'est des grandes plages recouvertes de sédiments pélagiques plutôt blanc-crème, avec globalement une très grande biodiversité. Il y a beaucoup d'espèces différentes, mais des très très faibles biomasses, sauf en certains endroits, par exemple des zones de bois coulé ou une carcasse de baleine, par exemple. Mais sinon, vous avez très peu de faune observable. Dans les marges continentales et les pentes, vous avez aussi des coraux d'eau froide qui vont entre 200 et 1600 mètres de profondeur, qui se nourrissent grâce au système de photosynthétique de surface qui filtre lors de leur descente, et donc qui vivent en dessous de 14 degrés et qui peuvent représenter de grandes zones de colonisation et qui sont relativement impactées par tout ce qui est pêche profonde. Et puis, vous avez les sources hydrothermales qui représentent une grosse partie des études qu'on a au niveau de l'unité BIP. Donc, on a deux grands volets, mais c'est principalement les sources hydrothermales aujourd'hui. On travaille aussi sur les zones de suintement froid, qui sont des zones de remontée de méthane ou d'hydrogène sulfuré, en général au-dessus de poches de pétrole profond. Donc, dans les deux cas, les sources hydrothermales ou les zones de suintement froid sont des zones qui ont un peu révolutionné la biologie. Donc, découverte dans les années 70, hein, première observation de la vie dans les grands fonds en contexte hydrothermal, c'est 77. Donc, c'est un autre siècle pour les plus jeunes, mais dans l'histoire de la science, c'est quand même assez récent. Et donc, les systèmes hydrothermaux sont des systèmes où il y a un écartement des plaques tectoniques, une remontée des champs magmatiques
qui crée ces cheminées que vous voyez là avec un grand panache noir en général. Il peut être blanc des fois en fonction des conditions géochimiques. Et vous avez toute une vie qui s'établit là. Alors, contrairement au plan abyssal, c'est une vie hyper spécialisée avec peu d'espèces, mais qui atteignent des biomasses vraiment énormes. La crevette sur laquelle je travaille, elle atteint jusqu'à 2500 individus au mètre carré, ce qui est, ça, autrefois, on les appelait des essaims d'ailleurs, parce que ça fait un peu penser à des essaims d'abeilles sur des branches. Donc, la découverte des sources hydrothermales a un peu révolutionné la biologie, parce que si vous regardez des vieux livres de biologie d'SVT des années 50, 60, même 70, vous verrez que sans soleil, la vie n'est pas possible, puisque la photosynthèse est la base de la vie. Sauf que, si profond que ça, il n'y a pas de photosynthèse, il y a la place qu'on a appelée la chimiosynthèse. Donc, les volcans sous-marins, les sources hydrothermales émettent des éléments chimiques réduits, comme l'hydrogène sulfuré, le méthane, l'hydrogène. Et à la place d'avoir des plantes, vous avez des communautés microbiennes qui utilisent cette chimie et ces déséquilibres chimiques et qui fabriquent de la matière organique. La faune va ensuite se développer, soit en consommant ces maths microbiennes, soit en établissant des symbioses avec elles. Du coup, dans les grands fonds, les communautés microbiennes, c'est vraiment l'interface entre la géosphère et la biosphère. Et donc, du coup, en fait, on a tout un tas d'échanges qui sont entre donc, micro-organismes et fluides, sédiments ou roches. Et puis, ça va soutenir une faune euh, relativement diversifiée, mais beaucoup moins que dans les plaines abyssales, et capable de vivre dans des conditions assez incroyables. Donc, l'unité BIP se situe en Bretagne, donc à côté de Brest. On a une partie universitaire et une partie Ifremer. Et on est en EMR, puisqu'on a perdu notre tutelle principale CNRS, qui nous a placés en EMR, parce qu'on n'avait que deux agences CNRS. Mais on est quand même resté en EMR. Donc, BIP porte pas mal de campagnes à la mer pour faire ses études. Donc, vous avez des campagnes récurrentes qui sont en bleu, ce sont des observatoires, c'est-à-dire qu'on laisse du matériel au fond ou des systèmes sur mouillage et on les laisse pendant un an et régulièrement on retourne récupérer ces mouillages, prendre les informations qu'ils nous donnent. Donc, si je prends par exemple Montmarsat, qui est un des plus anciens, il est sur le point triple des Açores et au départ, c'était vraiment des études de géodésie et de tectonique pour les Açores. Et de là, on a développé plein d'études sur la biologie et la biodiversité au niveau de cette zone-là. Vous avez aussi des étoiles jaunes. Ça, ce sont les contrats AIFM dont je vais vous parler tout à l'heure, puisque le laboratoire BIP et, et l'unité BIP et l'unité J-Océan, nous sommes contractants pour Ifremer auprès de l'État français pour l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, ISA en anglais. Et donc, la France a déposé deux permis d'exploration des grands fonds. SO 295, c'est la zone de Clary-Clipperton, c'est une zone à nodules. Et puis, ce qu'on a appelé Hermine 2, Bicos 3, c'est la zone Ride Médio-Atlantique, qui est une zone à sulfure. Et puis, on a l'observatoire Chérif, qui est un observatoire sur les coraux d'eau froide. Donc, globalement, le laboratoire, l'unité va étudier depuis l'écosystème général et son fonctionnement, sa durabilité, sa capacité de résilience, jusqu'aux molécules pour comprendre comment la vie est possible dans les grands fonds marins et comment elle s'adapte. Donc, je vais vous passer en fait je vais faire quelques focus sur des projets au labo qui peuvent parler et puis il y en a d'autres, hein, je n'ai pas pu tout mettre. Donc, on a un projet dans le cadre d'une ANR Jeunes chercheurs à l'unité, en microbiologie principalement, qui a pour but de comprendre la biodiversité et l'adaptation des communautés microbiennes sur une zone qui s'appelle MIR. Donc, c'est un site qui est à 3600 mètres de fond, qui avait été décrit comme totalement inactif pendant des années. Et en fait, un jour, on s'est posé à côté avec le sous-marin et en regardant par le hublot, on a vu qu'il y avait comme de l'eau trouble. Et en fait, il y a des anomalies de température entre 9 et 10 degrés. Et tout ce que vous voyez de jaune, en fait, c'est des énormes tapis, des floculas microbiens qui vivent là et qui utilisent le fer et le sulfure pour se développer. Donc, on fait des approches en général de génomique puisque les communautés microbiennes, dans ces contextes-là, en général, sont assez réfractaires à la culture. Donc, on fait effectivement des approches génomiques pour voir leur potentiel et essayer de comprendre comment elles s'adaptent à cet environnement-là.
Donc, on est impliqué dans le projet européen Biosciences 5D sur la partie holobionte. Le but était ici de comprendre de façon le plus générale possible et en comparatif du côtier au grand fond, le fonctionnement des holobiontes et leur capacité d'adaptation dans les grands fonds, euh, à travers principalement à travers tout ce qui est approche génomique, métagénomique et transcriptomique. Donc, dans l'unité, on étudie surtout les madrépores qu'on garde en aquarium, et puis les crevettes hydrothermales et les nématodes des systèmes hydrothermaux. Le projet, alors le PEPR Grand Fond Marin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais sans doute pour la partie, j'imagine pour la partie Polynésie peut-être. Donc le projet France 2030, Objectif 10, est porté donc, par Pierre-Marie Saradin, qui est aujourd'hui à la direction. C'est en cours d'écriture avec plusieurs projets qui sont portés par l'unité BIP. Et entre autres, on réfléchit sur un grand projet au niveau de l'océan Pacifique pour relier des observatoires existants sur la partie Nouvelle-Calédonie qu'on voudrait développer aussi en Polynésie française. Et le but est de lier sciences expérimentales, sciences sociales et juridiques, et puis tout ce qui est partie prenante et savoirs locaux qui sont vraiment importants et que jusqu'à maintenant, on avait très peu d'interactions au niveau des grands fonds. Donc, l'unité BIP est aussi pas mal impliquée dans tout ce qui est développement technologique. En effet, pour aller travailler dans les grands fonds à 6 000 mètres de fond, il n'y a pas beaucoup d'outils qui sont disponibles sur Paias ou sur Catalogue. Donc, ici, je vous ai présenté un des projets qui s'appelle Probos, qui est un outil pour qu'on plante en fait dans les sédiments avec des microélectrodes et qui va mesurer directement in situ les teneurs en oxygène, en sulfure ou en différents éléments, la composition redox, le pH. Parce qu'en en fait, on se rend compte que quand on prend des carottes au fond et qu'on les remonte et qu'on fait les analyses au labo, on a vraiment un décalage entre ce qu'il y avait vraiment au fond et ce qu'on arrive à mesurer au labo, ben, simplement parce qu'il y a des réactions chimiques qui se passent pendant la remontée. Et lorsqu'on arrive à la surface, la pression n'étant plus là, les réactions chimiques modifient trop ce qui se passe in situ, ce qui retombe sur le fait qu'on a du mal à comprendre comment les espèces vivent in situ et comment ça se développe. Donc on étudie, on essaye de développer des techniques, soit sur les sous-marins eux-mêmes, soit qu'on déploie à partir de nos sous-marins, pour faire le mieux possible la description des conditions physico-chimiques in situ pour comprendre les écosystèmes. Donc le projet Synops qui est porté par Karine Olu pour notre unité, donc c'est un observatoire qui est en Nouvelle-Calédonie. Et cet observatoire-là, il est avec donc l'IRD, le JAMSTEC, et il a pour but de comprendre comment la vie se développe, se maintient. Donc, on est dans les grands fonds, on est autour des 1000 mètres, voire un petit peu plus. Et puis, lier tout ce qui est hydrodynamique, biogéochimie, biologie. Alors, on a un lien avec la colonne d'eau et qui à BIP est peu étudié. Et on travaille du coup sur la zone, donc c'est les campagnes Cassiopée, je ne sais pas si vous les connaissez, mais en tout cas, on essaye d'acquérir toutes ces données-là pour comprendre comment la biodiversité s'installe et se maintient dans des zones de moyen fond et puis vers les pentes des monts sous-marins. Et donc, c'est ce projet-là qu'on souhaiterait, entre autres, développer aussi en Polynésie. Donc, c'est des mouillages qu'on met en place pour un certain temps avec différents appareils de mesure et on les ramène régulièrement pour récupérer les données. Donc, on va avoir sans doute des projets autour de IDNA aussi pour avoir du captage au cours d'une année de différents échantillons pour pouvoir les traiter derrière. Donc, il y a des développements à faire. Et donc, la prochaine campagne, ça va être début 2027. Dans ce qui est observatoire, on a aussi un observatoire donc, dans le cadre de l'ANR Art Déco. C'est sur les coraux profonds qui ont été faits en collaboration avec Sorbonne Université et l'équipe de Banyuls. Et donc, il a été développé dans ce cadre-là des aquariums sous pression avec l'équipe d'Océanopolis, qui est l'aquarium qui est sur Brest, de manière à garder des échantillons qui ont été prélevés donc dans les grands fonds, donc enfin, autour des 1000 mètres, de ramener des morceaux de coraux, de les remettre en culture dans les observatoires, dans les aquariums profonds, sous pression. Et ensuite, on essaye de voir quel est l'impact des changements sur ces coraux. Donc, soit on fait de l'acidification, du réchauffement,
ou du refroidissement. On mesure les taux de respiration, les cycles du carbone, les fixations d'azote. Et on a regardé aussi tout ce qui est résilience grâce au microbiome de ces coraux. Donc, c'est des choses qui sont en cours actuellement. Et dans le cadre de ce projet, il y avait la série des campagnes shérif. Et là, par exemple, donc sur des jardins où il y a des vraies colonies, donc dans des zones qui n'avaient pas été trop pêchées, entre septembre 2023 et juillet 2024, ils se sont rendus compte qu'il y a tout un tas de zones qui ont été complètement détruites, non pas par la pêche, mais par un goinfre de gastéropodes qui mange en fait les colonies, mais de façon vraiment importante. Et donc, on se retrouve, on n'a plus du tout de colonies vivantes sur toute une zone du canyon de l'Ampol, qui est au sud Bretagne. Donc là, manifestement, ce gastéropode-là n'était pas là avant. Donc, on ne sait pas s'il est arrivé parce que les eaux se réchauffent et du coup, on a un déplacement des populations de prédateurs, ou s'il est arrivé avec des eaux de ballast ou différentes voies. Mais en tout cas, il a trouvé un super garde-manger pas très durable. Autre projet qu'on porte au labo, c'est l'Observatoire de la mer d'Iroise dans le cadre de Micro-Brest, hein, donc avec Loïs Ménien. Donc, c'est dans le cadre des OSU. On a un suivi des communautés microbiennes au sens large, hein, ça fait aussi les microplanctons, les micro-eucaryotes, au cours du temps sur les différentes saisons. Ça va jusque l'île de Ouessant et au large. Et on essaie d'étudier les renversements de masse d'eau, les changements de masse d'eau qu'on peut voir avec déjà le réchauffement de l'eau de façon générale et qui sont reliés à tout ce qui est nourriture, entre autres pour le bar, par exemple, qui a tendance à s'en aller un peu plus au large et qui touche un peu les pêcheurs. Et puis, et on étudie, donc nouvellement, on étudie aussi maintenant la fraction virale, parce qu'on s'est rendu compte que l'activité virale dans les fonds, d'ailleurs y compris dans les grands fonds, était importante sur tout ce qui est recyclage des communautés microbiennes. Le projet Meiodyssea, donc c'est un projet qui est soutenu par la fondation Sasakawa, qui est une fondation japonaise. Dans ce cadre-là, on a fait l'acquisition d'un COPAS, qui est un système de tri et en cytométrie de flux, avec une observation microscopique. Alors, ce projet Meiodyssea, il est vraiment très important parce que, entre autres, dans le cadre de BBNJ et de tout ce qui va nous être demandé sur l'approche de la biodiversité, je pense qu'on n'aurait pas assez de milliers de personnes et de centaines d'années pour décrire la biodiversité de la méiofaune et de la faune de petite taille des sédiments. Le tri au laboratoire est quelque chose qu'on a fait depuis toujours et qui prend beaucoup de temps. Donc là, l'idée avec le COPAS, c'est d'avoir un système qui va être automatisé avec de l'IA, c'est-à-dire qu'on apprend à la machine à reconnaître les formes de nématodes, de copépodes ou de larves, et puis ensuite, on passe des échantillons, il fait le tri, il sépare les différentes fractions, et ensuite, il prend les photos et il fait le tri. Et idéalement, derrière, il faudrait qu'on puisse faire le barcoding. Donc, du coup, cette approche-là, elle est vraiment importante. Et au-delà de ça, on a la Mayo School qui va avec, c'est-à-dire que Daniela Zeppili, qui porte ce projet, a mis en place une école de reconnaissance de la myofaune qu'elle partage ensuite avec différents pays dans le cadre de ce projet Meilleur Lycéa. Donc là, dernièrement, l'école était en Bretagne, mais elle est partie en Inde, euh, au Japon. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un espèce de kit de reconnaissance et une application de ce système-là en miniaturisé pour pouvoir décrire la biodiversité de petite taille, la méiofaune ayant été pendant longtemps peu étudiée et peu observée. Et donc, tout à l'heure, je parlais de l'étude depuis les écosystèmes jusqu'aux molécules. Donc ça, c'est un projet tout nouveau qui s'appelle Hibernard, c'est une ANR, suite à une découverte qui a fait l'objet d'une publication dans Nature Communication, qui est portée par Didier Flamand au laboratoire de microbiologie. Donc, dans les environnements hydrothermaux, vous verrez tout à l'heure, j'ai un petit film pour vous montrer si vous ne connaissez pas, les archées. Donc, les archées sont un groupe principalement enfin, ce sont des micro-organismes qu'on trouve dans les grands fonds. Les archées qu'on étudie au laboratoire sont thermophiles, donc elles vivent entre 80 et 90 degrés. Et en fait, elles ont une nécessité d'adapter très, très rapidement leur métabolisme aux fluctuations de l'environnement dans lequel elles vivent.
Et on s'est longtemps posé la question de comment elles font pour réagir aussi vite, pour réparer leur ADN, puisque les contextes hydrothermales, c'est quand même un environnement où il y a des pH assez bas, une forte température, pas mal de métaux lourds ou de produits assez toxiques pour la vie telle qu'on la connaît. Pourtant, elles y sont très bien. Et ils ont identifié un petit peptide qui est un peptide, donc ils ont appelé d'hibernation, qui rentre dans le ribosome et qui est capable de le mettre en hibernation. C'est-à-dire que le ribosome change légèrement de configuration et il s'arrête. Il est bloqué. Et puis, quand les conditions environnementales redeviennent bien, le petit, la petite molécule d'hibernation s'en va et le ribosome reprend son activité. Donc, en fait, les cellules d'Arché hibernent. Donc ça, c'est vraiment tout nouveau. Et on se pose aussi la question de est-ce que ça existe ailleurs que sur les archées? Est-ce que les micro-organismes, les bactéries ont ce système-là ou pas? Est-ce que les organismes eucaryotes ont ce système-là? Et donc, on a aussi des contacts avec tout ce qui est médical parce que faire hiberner des bactéries pathogènes, ça pourrait être intéressant. Surtout, ça ne sont pas capables de s'en débarrasser derrière. Donc voilà, donc ça c'est un nouveau projet qui démarre et qui est vraiment super intéressant pour comprendre un peu tout ce qui est résilience des communautés des grands fonds. Donc au labo, l'unité fait aussi beaucoup de travail de sciences participatives. Vous avez peut-être entendu parler de Deep Sea Spy ou Ocean Spy. Donc l'idée, c'est qu'on met en ligne des vidéos des grands fonds et on fait participer des écoles ou des individus, des groupes de scientifiques à l'annotation des vidéos. Donc là, du coup, ça concerne que la faune de grande taille qu'on peut observer à la vidéo. Et donc, on fait annoter. Et donc ça rentre ensuite dans des annotations plus générales. On reprend les données et ça permet du coup de mieux comprendre la biodiversité. Et puis là, on est en train d'essayer de développer des systèmes aussi d'intelligence artificielle pour annoter de façon semi-automatique les heures et les heures de vidéos qu'on ramène à chaque campagne et qui demandent beaucoup de temps pour être totalement analysées. Donc, on a aussi un volet assez développé avec tout ce qui est école pour la médiation scientifique, donc jeunes reporters des arts et des sciences ou mon lopin de mer, hein, en fonction des âges. Débattre sans se battre pour les lycéens. On travaille pas mal avec la Nuit des chercheurs. On a une troupe de théâtre aussi qui travaille avec nous pour essayer de faire vivre ce qu'on fait. Et puis on fait des ateliers arts et sciences embarqués. Donc on essaye comme ça à la fois de toucher le grand public et puis les jeunes étudiants qui partent pas forcément vers la science. Je ne sais pas comment c'est ici, mais chez nous, au niveau du lycée, SVT et chimie, biologie, enfin, c'est un petit peu difficile de les motiver. Donc, on essaie de les attirer en leur disant que ce qu'on fait, c'est super chouette et qu'on a besoin de jeunes chercheurs intéressés, de futurs jeunes chercheurs intéressés. Donc, tout à l'heure, je vous disais, là, j'ai parlé très rapidement de l'IFM. Donc, un des grands points sur lesquels on est interrogé aujourd'hui, que ce soit par l'État ou les ONG ou la population d'ailleurs, c'est tout ce qui a lieu autour du deep sea mining. Donc, vous avez entendu parler aux 20 heures, ça passe régulièrement. Donc là, j'ai mis que des petites voitures, hein, mais c'est vrai que le deep sea mining, l'excuse, c'est vraiment il faut des ressources en minérales, des terres rares pour notre façon de vivre, donc la décarbonation autour des batteries, mais aussi tout ce qui est high-tech, tout ce qui est ordinateur, radar, informatique. Et donc, l'idée, c'est d'aller extraire les ressources minérales des grands fonds, que ce soit les zones anodules de Clarion-Clipperton ou les sulfures polymétalliques. Donc, BIP, dans ce cadre-là, est impliqué sur 2 contrats d'exploration au nom de l'État auprès de l'IFM. Donc, historiquement parlant, depuis les années 80, sur la zone Clarion-Clipperton, il y a un contrat d'exploration sur la zone anodule. Alors là, on est entre 5 et 6 000 mètres de fond, dans une zone où il y a des espèces de pommes de terre grosses comme ça, qui sont donc les nodules polymétalliques, qui ont mis des millions et des millions d'années à se faire, sur lequel vit une faune très spécialisée, fixée ou non fixée d'ailleurs. Et les systèmes qui sont proposés aujourd'hui de ratissage et de ramassage dans les grands fonds posent question sur la biodiversité, sur la remise en suspension de particules. Et il y a eu un essai dans les années 80 d'un traîneau qui a ramassé sur plusieurs centaines de mètres des nodules. Et on voit aujourd'hui toujours la marque au fond, parce que ben, effectivement, c'est des zones tellement
calme et où il y a peu de courant et il y a peu d'activité biologique. Du coup, bah, ça s'est pas du tout remis en état. Et donc le deuxième volet, qui est beaucoup plus récent, qui est la zone hydrothermale médio-atlantique sur laquelle BIP est très impliqué. Lui, il a été déposé auprès de l'AIFM fin 2013 pour 15 ans. Et donc, autour de ces 15 ans, on nous demande d'étudier la biodiversité et la géodiversité de cette zone-là, d'identifier les zones actives hydrothermales et les zones fossiles. Pourquoi cette dichotomie? C'est qu'en fait, l'idée, c'est que on pourrait aller exploiter à grands coups de machine les zones inactives, reste à savoir ce qu'on appelle inactives, et puis les zones actives, il y a trop d'animaux, il fait c'est pH 2, 380 degrés, donc on n'y toucherait pas. Donc dans ce cadre-là, en 2021, s'est ouvert le PPR Océan de Solutions. Donc j'avais proposé le projet Live Deeper qui est passé. Donc du coup, c'est 2022 à 2029, on a rajouté un an. Ce projet a pour but de définir des protocoles, tant d'un point de vue écologique que géologique, pour essayer d'aider à tout ce qui est guide qui est demandé par l'AIFM aux différents pays pour un management durable, si tant est qu'on puisse être durable dans les grands fonds, et en tout cas éclairer les prises de décision politiques, que ce soit à l'AIFM dans les arènes politiques ou par les différents gouvernements qui peuvent autoriser ou pas l'exploitation minière dans leurs ZEE et via l'AIFM si on va dans les zones internationales. Donc, on a trois work packages, là, le 2, le 3 et le 4, qui sont de la science expérimentale. Donc, c'était surtout le 2, c'est une étude intégrée de la géologie à la biologie pour comprendre ce qu'on veut dire par actif ou inactif, avec le côté dichotomique, j'exploite pas. En rose, le Work Package 3, c'était tout ce qui était notion de dispersion. Parce que si on commence à envoyer des caterpillars au fond qui font des trous partout et qui remettent tout en suspension, on se demande où va aller le panache anthropique. Donc déjà, on essaie de comprendre comment le panache naturel se disperse et il peut partir très très loin, plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc le panache anthropique, la grande question, c'est que les grands fonds marins sont aussi des zones de puits à carbone, puisque tout ce qui est produit en surface finit par tomber au fond, plus tout ce qui est produit au fond. Et la remise en suspension des sulfures ou des métaux va aussi remettre en suspension beaucoup de carbone et beaucoup de matière. Et puis, on a deux work packages, un qui est très juridique, sciences politiques, où on essaye de rentrer dans les arènes de discussion de l'AIFM et essayer de comprendre comment les résultats scientifiques sont parfois, voire souvent, très distordus en fonction des pays et des envies des pays d'exploiter ou de ne pas exploiter. Et nous, scientifiques, on essaye d'amener nos résultats et nos conseils. Ils ne sont pas toujours super entendus. Et donc, en jaune, c'est tout le volet sciences participatives, éducation, formation, arts et sciences. Donc, dans ce projet, on a un holobionte emblématique qui est la crevette Rhinicaris exoculata. Donc, vous verrez sur le film là tout à l'heure. Donc, c'est une crevette qu'on a découverte en 1986, donc c'est pas très vieux. C'est un holobionte au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle a sa tête qui s'est déformée, alors que le juvénile est une crevette à peu près normale. C'est une crevette toute fine. Et au fur et à mesure de ses mues de croissance, elle se métamorphose et elle prend la grosse tête. Et elle héberge des bactéries au niveau de sa cavité céphalothoracique qui la nourrissent complètement. Elle n'a plus besoin de chasser, elle n'a plus besoin de manger autrement. Et dans son estomac et son tube digestif, elle a aussi deux autres communautés microbiennes indépendantes, dont certaines sont proches soit de cloportes terrestres, soit pour certaines lignées qu'on trouve aussi chez des mammifères comme la souris, au niveau de l'estomac. Donc ça pose beaucoup de questions sur le continuum terre-mer, sur l'évolution des espèces, l'évolution des holobiontes de façon générale, et les micro-organismes que cette crevette porte et qui lui permettent de se développer en très forte biomasse dans les grands fonds, sont peu ou pas retrouvés dans l'environnement. Donc c'est un peu comme nous, hein, c'est un peu un sac à micro-organismes. Et cette crevette-là a la capacité de dispersion assez intéressante, c'est-à-dire que c'est une population qu'on retrouve sur plus de 5000 km de dorsale. Et aujourd'hui, on a encore des gros points noirs aujourd'hui dans les grands fonds, c'est quand même tout ce qui est cycle de vie, parce que les animaux des grands fonds, on ne peut pas les remonter, enfin on peut les remonter,
vivants, mais on ne peut pas les garder longtemps vivants. Donc, on ne peut pas étudier leur cycle de vie, leur reproduction. On ne peut pas étudier leur physiologie autant qu'on le voudrait, même si on commence à comprendre des choses. Donc, on s'est rendu compte il y a 3 4 ans que ces animaux-là avaient un cycle de reproduction saisonnier, bien qu'on soit à 3 800 mètres de fond. Donc, elles portent les œufs uniquement en novembre, décembre, janvier, février, ce qui est un peu la pire période pour les étudier parce qu'il ne fait pas beau et du coup, on ne peut pas plonger comme on veut. C'est pour ça qu'on les avait ratés. Il y avait plein de publications qui disaient qu'en fait, les femelles partaient des zones actives lors de la reproduction. En fait, c'est juste qu'on n'y allait pas au bon moment. Ensuite, les larves éclosent, comme chez toutes les crevettes, donc portées sous l'abdomen. Les larves éclosent et là, on les perd. C'est pas du tout où elles partent. Et on les retrouve à la stade juvénile d'à peu près 1 cm de taille sur les sites actifs. Et entre les deux, on ne sait pas. Donc voilà, c'est une petite bête qui nous pose encore beaucoup de questions. Et c'est comme ça un peu pour tous les holobiontes des grands fonds, c'est-à-dire que on observe de la biodiversité, on observe des modifications en fonction des périodes de l'année ou des années sur lesquelles on va. Et c'est très compliqué aujourd'hui de comprendre exactement tout comment ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on a soutenu le moratoire pour qu'on ait une période encore d'études et d'observation avant qu'il y ait la moindre activité humaine systématique dans les grands fonds. Donc voilà, voilà. Merci beaucoup, Marianne. Est-ce qu'il y a des... Je sais pas pourquoi il y a un téléphone, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, si, Arnaud. Oui. Merci beaucoup. Je suis Arnaud Bertrand, donc PRD. Alors, dans la salle, bien sûr, à Marbec, il y a Sophie, qui s'intéresse pas mal au fond. Et on est un certain nombre à travailler plutôt dans la partie pélagique. Mhm. Et voilà, je voulais savoir un peu quels étaient les intérêts de BIP sur ce couplage pélagique-benthique. Est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce qu'il y a des volontés? Désolé. Et est-ce que il y a des images, des vidéos qui sont prises systématiquement des montées et descentes du Nautilus? Alors, jusqu'à maintenant, pour répondre à partie Nautile tout de suite, jusqu'à maintenant, on n'allume pas les vidéos ni les projecteurs à la descente et à la remontée pour des raisons d'économie d'énergie. En fait, comme il est sur batterie et qu'au fond, sur batterie, vu toutes les manips qu'on fait, on en a pour 5h30, 6 heures et que c'est déjà, tout le monde trouve ça trop court, on a tendance à pas les allumer. Par contre, avec le ROV Victor, on pourrait, puisqu'il est, lui, il est branché, donc on pourrait descendre et remonter. Ceci étant, le Nautile, il fait 20 tonnes. Et je pense que quand il descend, il déplace tellement d'eau que tout le monde s'en va. En fait, ça m'est arrivé de demander d'allumer un peu. On n'a jamais rien vu. Pourtant, il y a de la bioluminescence, hein, il y a des choses comme ça. Mais je pense qu'il déplace une telle masse d'eau en dessous que ça doit pas être... Enfin, pour moi, c'est pas le bon outil. Par contre, le ROV, bah, il est gros aussi, mais il est percé de partout. En fait, l'eau passe à travers. Peut-être que ça pourrait être un bon outil, moyennant quoi, il faudrait le descendre très doucement pour pas qu'il déplace trop. Et ensuite, à la question de la colonne d'eau, nous, on est surtout sur le fond. Donc, Karine Olu, qui travaille sur la partie Synops, Observatoire Nouvelle-Calédonie, qui travaille sur tout ce qui est hydrodynamisme, remontée, échange d'eau, surface, fond, euh, c'est quelque chose qu'elle, enfin, pour moi, c'est quelque chose qu'elle souhaiterait développer et c'est quelque chose que BIP souhaiterait développer. Alors, peut-être pas en interne, mais en collaboration. Et sur la zone Polynésie, sur laquelle on voudrait aller, sur les monts sous-marins, c'est pareil, ça, c'est des choses qu'il faut qu'on développe, qui sont attendues en tout cas. Et sur la zone des contrats qu'on a auprès de l'AIFM, c'est un attendu de l'AIFM qu'on ne fait pas du tout. Parce que déjà, faire tout le fond, voir la subsurface, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps parce que c'est compliqué d'avoir des campagnes hauturières. Là, on vient juste de rentrer de 55 jours de mer. On part tous les 2 ou 3 ans. Et si on voulait travailler à Colondo, ça rajouterait des campagnes supplémentaires. Donc aujourd'hui, c'est un écosystème qu'on n'a pas ou peu étudié et qui serait à faire. En fait, la l'AIFM, l'attendu, c'est vraiment l'inventaire de la biodiversité du sol, du sous-sol, de la colonne d'eau, voire même de tout ce qui est oiseaux marins et surface. Ça, c'est leur attendu quand tout va bien.
Et BIP, c'est sûr qu'il fera pas tout. C'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à regarder et à élargir, en fait, à faire des collaborations et à regarder ce qu'il y a, les intérêts, même imaginer des campagnes en commun avec des techniques de captage de bouteilles ou de filets. Voilà. Et oui, je pense qu'on pourrait descendre avec le ROV en ayant des prises d'image. Ça serait sans doute intéressant. Question? Oui, vas-y. J'aurais aimé savoir, politique, on en est où au niveau de l'exploration, de l'exploitation plutôt, des grands fonds? Et est-ce que c'est quelque chose qui a déjà commencé ou est-ce qu'on attend d'avoir vraiment beaucoup de données pour mieux connaître Bon, j'espère qu'on n'est pas sur écoute. En moratoire, Emmanuel Macron avait carrément dit qu'il était contre l'exploitation, ce qui fait que l'AIFM a été à deux doigts de nous mettre dehors. Forcément, l'AIFM, si vous regardez les textes sur Internet, l'AIFM a pour but de faire de l'exploration des zones internationales à but d'exploitation et de partage euh, au niveau de l'Union. Donc normalement, chaque pays développé, comme la France, la Pologne, a des pays partenaires avec qui elle doit partager. On démarre avec un équivalent de 100 carrés d'exploration et on en rend 75% à la fin de la période d'exploration. Aujourd'hui, on est passé au moratoire, du coup, c'est-à-dire qu'on a demandé une pause de précaution scientifique et c'est soutenu effectivement par les scientifiques pour qu'il n'y ait pas d'exploitation dans les grands fonds, d'autant que le code minier international des grands fonds n'est toujours pas fait. Il y a une mise en demeure d'un pays pacifique qui s'appelle Nauru, qui est sinistré pour des raisons d'exploitation assez irraisonnées de leur richesse nationale. Donc maintenant, ils veulent partir dans les grands fonds. Mais derrière, c'est des énormes compagnies internationales qui sont, hein, c'est soit le Canada, soit l'Australie, et maintenant les États-Unis, puisque Donald Trump a décidé qu'on pouvait s'asseoir sur le droit international et faire ce qu'on veut n'importe où, que ce soit la ZE américaine ou au-delà. Pour l'instant, la Chine a fait des essais, le Japon a fait des essais. Le Japon a fait des essais, y compris dans des zones actives, peu profondes. Et assez vite, ils ont pris la population locale en grippe, puisque ça a fait un espèce de... En fait, ils ont fait des essais d'excavation et ça a rendu l'eau complètement laiteuse sur une grande zone. Donc, ils n'étaient pas très profonds. Ceci étant, ça a commencé quand même à poser des questions, mais ils ont fait des résultats. Et sur la zone des nodules, il y a eu des essais de fait effectivement par des miniers de remonter quelques tonnages de nodules et nous demander derrière d'aller voir ce que ça donne. Donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on pourrait se dire qu'on a un peu de temps pour la science pour essayer d'éviter que ce soit la cata. Mais j'avoue qu'en ce moment, on est quand même super sous pression. Et que les discussions à l'AIFM, on voit la distorsion des résultats scientifiques. Ils prennent vraiment les petits bouts d'articles scientifiques qu'ils ont envie de voir, ils mettent le reste en off, et de là, ils vont tricoter une montagne, quoi. Donc, si un article qui dit sur telle zone, on a fait un essai et ça n'a pas de retombée au-delà de quelques centaines de mètres, ils vont écrire partout, ah bah c'est bon, ça tombe pas loin, donc on peut y aller, quoi. Sauf que ce qui a été observé à quelques centaines de mètres, c'est les grosses particules qui effectivement tombent vite. Mais tout ce qui va se diluer dans l'eau de mer, ça peut partir très très loin, à la faveur des grands courants, faire du upwelling et puis peut-être contaminer toute une zone de pêcherie. Et ça, aujourd'hui, on ne peut absolument pas répondre. Donc, on est au moratoire. Il y a un vote en 2027. Je ne peux pas vous dire ce que ça va donner. Je suis un petit peu inquiète, comme beaucoup de mes collègues, et au niveau international, les scientifiques, on est assez inquiets. On aimerait bien que, voilà, qu'il y ait une prise de conscience que c'est pas du tout anodin d'aller retourner le fond de la mer. Et c'est des lieux qui sont tellement anciens. Les nodules, on parle de millions d'années, et l'exploitation des zones, elle va être en dizaines d'années. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de durable, quoi, en fait. Le temps que ça se remette en place, les millions d'années, on ne les a pas devant nous. Donc, c'est compliqué. J'ai une petite question. Vas-y. Est-ce que vos données, donc, où vous essayez de voir où sont Les sites, les sites, elles vont pouvoir servir à guider l'exploitation? bah, c'est toujours la grande discussion. Est-ce qu'il faut continuer à explorer ou pas? Nous, on a la position que la science doit éclairer le monde, comme le siècle des Lumières.
Maintenant, c'est vrai qu'à partir du moment où on fait des recherches de sites nouveaux et qu'on potentiellement on peut étudier, on peut identifier des sites inactifs, c'est vrai que bah, ça donne des cibles potentielles aux exploitants. Et en même temps, puisqu'on sait qu'elles sont là, ça permet aussi au gouvernement sérieux de dire on va aller surveiller la zone. Parce que là, aujourd'hui, si vous avez un bateau qui passe, mettons, 3 semaines en un point et qui bouge pas, vu de satellite, personne ne va s'inquiéter de savoir ce qu'il fait. Peut-être qu'il est en train de tout massacrer en dessous avec des gros tuyaux, des appareils au fond, on verra rien parce que c'est à 4 000 mètres, quoi. Donc, j'ai pas de réponse absolue. C'est vrai que la bombe atomique, au départ, il n'avait peut-être pas pensé à ça non plus, quoi. On a un petit peu l'air de s'autodétruire. Il y a Aurore et après il y a le mec. Ok. Voilà, il y a plein de questions. Euh, Aurore d'abord. Allez, c'est Aurore. Merci. Merci pour cette présentation, c'était bien clair. Est-ce qu'on ne peut pas détecter les panaches par acoustique? Parce que ça serait un moyen aussi de travailler ensemble si vous aviez de l'acoustique, je sais pas, DCP ou bathymétrique, et ça paraîtrait beaucoup plus simple pour survoler les zones. Alors, en fait, on a un système, donc les sondeurs multifaisceaux font la colonne d'eau sur la Talente et le pourquoi pas. Donc là, le pourquoi pas, on l'a utilisé comme ça, avec le sondeur de colonne d'eau, qui sert normalement pour détecter les poissons. Là, il voit très très bien les poissons d'ailleurs, hein. Magnifique. On va avoir des données sur les poissons. Et par contre, on s'est rendu compte que pour détecter un panache, on est passé au-dessus des zones où on savait qu'il y avait le panache, un gros en plus. Et quand on arrive entre 3500 et 4000 mètres, on commence vraiment, vraiment à avoir du mal à le détecter. C'est pour ça qu'on utilise l'AUV profond, qui a aussi un détecteur colonne d'eau. Et lui, bah, du coup, comme il plonge il est à peu près à 100 mètres au-dessus du sol. Donc là, lui, quand il y a le panache, il ne peut pas le rater. Sauf qu'il fait finalement des petites surfaces. Et il va falloir un temps assez incroyable pour passer en vue toutes les zones où potentiellement on aura des zones actives. Donc, Du coup, euh, j'ai loupé l'info, c'est quoi comme sondeur sur la UV? bah alors, j'ai peur de dire une bêtise, je ne le connais pas, mais il y a un sondeur multifaisceau sur la UV plus un sondeur colonne d'eau. Ok. Mais c'est une information que je peux retrouver par contre. C'est Laurent Berger qui a C'est, géré un peu ça? Sinon, je demande. Laurent Berger? euh, bah là, c'était Bah, l'équipe sinon, de je... Hmm. Géocéan qui travaillait avec sur la campagne Hermine. Ok. Ok, merci. Et Manu. J'avais une question en termes de biodiversité. Mhm. Les adaptations des espèces qui sont associées aux zones actives, elles sont extraordinaires. Et est-ce que dans les différentes régions du monde, c'est les mêmes espèces qui sont associées ou est-ce qu'il y a euh, des zones biogéographiques différentes Ouais. partout. Eh ben, il y a des zones biogéographiques différentes. Par exemple, la crevette dont je vous ai parlé, elle est que océan Atlantique, ride médio-atlantique en plus, seulement. Elle a une cousine dans l'océan Indien. On retrouve depuis le point triple indien jusqu'à la sud-est indienne. Et dans la fosse des Caïmans, il y a une autre cousine. Par contre, dans l'océan Pacifique, elle n'y est pas du tout. Et dans l'océan Pacifique, on a des vers tubicoles, donc des alvinélidés, et les riftia. Vous avez peut-être déjà vu, les riftia, c'est des grands vers qui ont peut-être des fois 2 mètres de haut dans un grand tube blanc avec un panache rouge magnifique. Ah, eux, ils sont que dans le Pacifique et pas dans l'Atlantique. Donc, en fonction des bassins, on peut avoir une diversité qui est vraiment inféodée par bassin. C'est pas, il y a des gastéropodes qu'on trouve dans l'océan Indien ou en Pacifique qu'on trouve pas dans l'Atlantique. Des gros, certains sont vraiment très gros, qui ont une symbiose et qu'on trouve plus dans certains endroits. Donc, le brassage par les grands courants de fond n'a pas permis de mélanger tout le monde n'importe où. On a effectivement des communautés animales établies en fonction de certains bassins. Ouais. Et qui ne sont pas liés à l'origine de l'activité hydrothermale. Pas en lien avec que ce soit un arc, que ce soit une dorsale ou quoi que ce soit. Non, ça par contre, on peut avoir dans les zones bassin arrière-arc ou zone d'ouverture, on peut avoir des espèces proches, ouais, Ok. voire même communes pour certaines. Mais oui, alors après, le fonctionnement globalement est le même. Par contre, c'est de la chimiosynthèse, c'est des communautés microbiennes qui en général sont très proches d'ailleurs entre les différents holobiontes. Et les capacités d'adaptation sont globalement très proches aussi, avec des animaux qui ont des métalloprotéines en surnombre pour fixer tous les métaux lourds et tous les éléments qui pourraient être toxiques.
C'est des animaux qui respirent de l'oxygène, comme tous les animaux, donc ils dépendent de la surface, puisque l'oxygène vient quand même de la surface. Et ils sont quand même capables de vivre dans des concentrations d'hydrogène sulfuré complètement folles. Et la plupart ont développé des sangs, entre guillemets, hein, c'est pas que du sang, mais des sangs, des systèmes circulatoires qui sont capables de transporter à la fois de l'oxygène et l'hydrogène sulfuré qui nourrit les symbiontes, qui leur permet de se nourrir, et l'oxygène qui leur permet de respirer et de faire l'activité métabolique de caryote, quoi. Donc, la vie a développé des choses assez incroyables. Et d'ailleurs, il y a une application qui est arrivée de ce transport d'oxygène ultra efficace. C'est Frank Zal qui était en thèse avec moi à Roscoff à l'époque et qui a découvert cette capacité de transporter l'hydrogène sulfuré et l'oxygène en concentration complètement folle, hein, et qui aujourd'hui a développé à partir des arénicoles l'extrait de sang pour justement développer des outils, enfin développer des molécules qui permettent de conserver les organes humains beaucoup plus longtemps et puis qui est utilisé sur les grands brûlés. Donc ces petites bêtes en plus pourraient bien nous rendre service. D'autres questions? Est-ce que tu pourrais détailler un peu sur la description des zones actives et passives? Inactives. Inactives, Ouais. voilà, pas passives, mais Je vais inactives. même vous montrer Finalement, ça flèche les endroits où plus tard, tout à fait. autoriser les exploitants, pour pas dire les exploiteurs, et les autres qui seront conservés. Et il va le retrouver. Voilà. Donc si je prends cette diapo-là, en fait c'est vraiment le démarrage de Live Deeper, ça a été ça. Parce qu'ils nous ont tellement... Bon, je ne suis pas sûre qu'il arrivera à repasser en diaporama. Si, c'est bon. En fait, la grande difficulté, on a travaillé sur un site qui s'appelle TAG, qui a été découvert dans les années 80, 80, 83 par des collègues américains. Donc TAG, c'est le plus gros massif hydrothermal actif connu aujourd'hui. Son embase, c'est comme un volcan, hein, son embase fait plus de 200 mètres de diamètre. La cheminée monte entre 30 et 40 mètres de haut. Il a plusieurs millions d'années. Et au fur et à mesure que ça s'ouvre, l'océan, du coup, il va s'éloigner et l'activité a bougé au cours du temps. Donc, en gros, le champ hydrothermal fait 3 km par 3 km, à peu près. Donc, c'est une zone où vous avez plein de vieux massifs hydrothermaux, de sulfure, qui étaient décrits comme tous plus ou moins inactifs, puisque, bah, vous voyez hein, les images dans le bas, là, ça faisait bah, des zones gris, rouille, orange, qui étaient considérées effectivement comme inactives, donc potentiellement on peut aller ramasser les minéraux. Et comme depuis 2014, on s'est lancé dans cette série de campagnes, on est allé étudier de plus près chacun des monts en y allant de visu avec le sous-marin. Et là, on a observé qu'il y avait du moirage, c'est-à-dire qu'il y a comme de l'eau trouble. Et comme vous faites chauffer de l'eau dans la casserole, ça bouge un peu. Et ben, on s'est rendu compte que ça bougeait et qu'en fait, ce qu'on prenait pour des minéraux ou des métaux déposés, c'était des tapis microbiens. Donc effectivement, il n'y a pas de grand panache. Du coup, on ne peut pas les choper par les bâtissondes. Prélever d'eau au-dessus, on ne voit pas d'anomalie. Il n'y a pas d'anomalie de température forte. Là, on est dans ce qu'on appelle de la basse température, entre 8-10 degrés jusqu'à 30 degrés. L'eau de mer du fond étant à 2,5 à peu près. Donc, on a une anomalie de température, il y a bien du fluide qui arrive, mais ce n'est pas à 380 degrés comme un fumeur noir. Que vous avez le truc noir, la moustache noire, en fait, c'est l'image du fumeur qui parle. Et donc, c'était très dichotomique quand on a commencé le projet. Il y a un grand panache, des animaux visibles qui grouillent autour, on n'y touche pas, moratoire. Et puis, toutes les zones où on ne voit rien à humain, on pourrait exploiter. C'est inactif. Et en fait, ce qu'on a publié en 2024, c'est qu'en fait, toute la zone là, elle est active. C'est-à-dire que la chambre magmatique qui remonte en dessous de tout ça, eh ben, elle va tout droit au-dessus avec son volcan, mais elle part aussi dans tous les côtés en diagonale, à la faveur de failles. Et en fait, il n'y a peut-être pas de grands animaux visibles à l'œil nu, mais par contre, il y a toute une méiofaune et des communautés microbiennes importantes. Et il y a surtout des méiofaunes qu'on a décrit, enfin qu'on est en train de décrire, avec plein d'espèces qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, du coup, la définition même d'un site inactif commence à être un peu touchy. Et évidemment, ça n'a pas plu à l'IFM. J'avoue que la publication, ils n'étaient pas très contents parce que dans le cadre du contrat, on doit
au bout des 15 ans, avoir trouvé un site témoin dit inactif exploitable et un site témoin inactif qu'on n'exploiterait pas et qui servirait d'observation pour comparer les deux. Exactement comme pour les nodules. On doit normalement avoir des zones qu'on peut comparer, une qu'on exploiterait et l'autre qu'on n'exploiterait pas. Donc aujourd'hui, du coup, on n'en a pas trouvé. Parce qu'à chaque fois qu'on s'approche de plus près, on se rend compte que c'est la dorsale, globalement, a une activité forte. Donc cette dichotomie actif-inactif, en fait, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est pas noir et blanc, c'est des niveaux de gris ou de couleur, comme vous voulez, mais en tout cas, il y a un continuum et c'est pas on-off, quoi. Il y a Youssef qui a une question. Oui, bonjour, merci pour la présentation. C'est en lien un peu avec ces zones actives, inactives et les zones hydrothermales en général. En fait, je me posais la question, est-ce que les changements globaux, ou plutôt le changement climatique par exemple, se posent pareil? En fait, je me demande si, par exemple, les variations de température ou de pH, est-ce qu'elles sont pas tamponnées par le fait que là-bas, ce qui drive la température ou le pH, c'est des choses chimiques qui ne varient pas ou peu en réponse aux variations de température de l'atmosphère, ou est-ce qu'ils se posent un peu dans les mêmes termes? Alors, c'est vrai que pour la partie zone active, où on a le panache et tout, la distribution des espèces, elle est vraiment en fonction de la température. C'est corrélé à la chimie, hein. Et les espèces, elles vont pas au-delà de 40 degrés à peu près. Mais il y a toute la zone un peu plus périphérique et plus loin. Si l'eau de mer profonde venait à se réchauffer, et son pH a changé, ça aura un impact sur la diversité au même titre que le reste de la colonne d'eau, en fait. Mais aujourd'hui, on a du mal enfin, on n'a pas de système de mesure aujourd'hui comme on pourrait l'avoir en zone de surface avec un impact, par exemple, sur les animaux à coquilles calcaires qui auraient des soucis pour synthétiser leurs coquilles ou des choses comme ça. Pour l'instant, on n'a pas cet équivalent. Ok, donc une bonne partie de l'impact serait via de la dispersion, enfin, en lien avec, spatialement avec ce qui se passe un peu plus loin. C'est ça. Après, ce qu'il peut y avoir comme impact, c'est que quand même, dans les fonds marins, vous avez toute la partie dite pélagique qui est quand même une, un apport nutritif, même s'il est faible à 3000 mètres de fond, mais il existe. Et une modification de surface va forcément avoir petit à petit, sur toute la colonne d'eau, une modification, quoi. Ok, merci. Dans les temps, merci beaucoup. Merci à tous en tout cas d'être là. Oui.